bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour à tous, je suis Heymata Lemaire, bienvenue au podcast de l'INSPE, la voix de l'inspiration. Aujourd'hui, je suis accompagnée des étudiants, donc 3 étudiants du parcours master professeur des écoles. Donc avec moi, j'ai Veimiti, Dylan et Heymana. Ensuite, nous avons 2 étudiants du master éco-gestion, Hereiti et Camélia. L'invité du jour est Maud Gobin, puéricultrice et spécialiste de l'approche empathique chez l'enfant. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, la communication positive, Madame Gobin, est-ce que vous pouvez nous donner une définition et surtout quelque chose qui va nous aider à définir la communication positive, 2 contre-exemples de ce que n'est pas la communication positive? Oui. Donc la communication positive. Alors la communication, c'est être en lien avec l'autre. En fait, nous sommes des êtres sociaux, donc nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Les êtres humains, quand ils sont ensemble, ils communiquent forcément, soit verbalement, soit non verbalement. Pourquoi est-ce qu'on parle de communication positive dans le sens où, en fait, la communication, elle peut fluidifier la relation ou au contraire entamer la relation, entamer la qualité de la relation. Donc quand on parle de communication positive, en fait, on vise une communication qui va fluidifier la relation. Vous vouliez des contre-exemples de... Oui, 2 contre-exemples, s'il vous plaît. Alors, je vais le contexte, par contre, en classe, donc dans le contexte d'une classe. Alors, ce qu'on entend souvent sur la communication positive, l'approche empathique, ça c'est des notions qui sont très très à la mode en ce moment. On ne sait pas forcément de quoi ils retournent exactement. On en entend beaucoup parler. Les principales idées qu'on a de la communication positive qui peuvent porter préjudice à l'approche, c'est de se dire que en fait c'est un petit peu une vision idéalisée de la relation à l'enfant, à l'élève en l'occurrence, qui serait il suffit que je lui parle correctement, en fait, que je lui parle bien pour que en fait il devienne un élève parfait, qu'il écoute ce que je lui dis. Il va apprendre ses leçons, il va être motivé pour venir en classe, il va me faire un grand sourire le matin, puis tout va bien se passer. D'accord ? Bon, ça c'est le monde des bisounours, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et une autre vision en fait de la communication positive, qui est fausse, hein, vous avez compris, ce serait de se dire que en fait on est tellement centré sur l'élève qu'on en oublie un petit peu tous les adultes qu'il y a autour. Ça, on a beaucoup cette représentation dans l'éducation positive. On parle à ce moment-là d'enfant roi. C'est cette situation où... C'est marrant, juste pour information, nous avons les étudiants qui ont hoché la tête quand on a dit l'enfant roi, ils ont dit « Ah oui, oui ». C'est ça. Alors un enfant roi, c'est quoi ? Un enfant roi, c'est un enfant en fait qui va quelque part imposer ses 4 volontés à tout son environnement et on a l'impression d'avoir aucune prise sur lui et en fait on a l'impression de devoir complètement s'oublier face à cet enfant et se soumettre à l'enfant. Alors on n'est pas du tout là-dedans. L'approche positive de l'éducation ou de la communication, elle n'est pas du tout dans la prise de pouvoir de l'un sur l'autre, ni de l'adulte sur l'enfant, ni de l'enfant sur l'adulte. On est au contraire à essayer de porter le focus sur les besoins de chacun et de voir comment la relation entre ces deux catégories de besoins peut s'articuler de manière cohérente et fluide. Très bien. Alors maintenant, les étudiants d'éco-gestion, donc vous êtes revenus de stage il n'y a pas longtemps, il y a peu de temps, et vous avez partagé avec nous des petites expériences. Donc vous étiez au lycée, collège. Ça, oui, au lycée. Et donc, est-ce que vous auriez une ou 2 situations à nous partager qui relèveraient justement d'une situation où la communication était un peu difficile, un peu complexe avec vos étudiants?
Alors, j'ai effectué mon stage au lycée de Papara, où j'avais une tutrice qui encadrait uniquement des classes de BTS. Donc, j'avais les premières et les deuxièmes années. Sachant que en BTS, voilà, il y a, on voit souvent des élèves qui sont déjà majeurs. Et la grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est bien sûr la posture. Pour nous qui apprenons tout sur le tas, parce on sort tout juste d'un cursus scolaire, ça a été difficile de montrer déjà de l'autorité face à des adolescents qui ont 20 cm de plus que nous déjà, et pour les garçons qui sont beaucoup plus costauds. Et quand on se retrouve devant ces personnes, pour moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à montrer de l'autorité parce que la distance, la différence d'âge, elle était assez proche. C'est réduit. Alors justement, donc, elle a bien utilisé le thème d'autorité, ce qui me fait penser à le concept de l'élève parfait. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit avoir une autorité dessus? Qu'est-ce qu'un élève parfait? Qu'est-ce qu'une autorité? Qu'est-ce que l'autorité? Et qu'est-ce qu'on entend par autorité? Alors, qu'est-ce que tu entendrais par autorité quand tu dis j'ai eu du mal à... Ce que j'entends dans l'autorité, déjà, c'est de montrer un air sérieux. Donc, je suis debout, assis devant des élèves qui attendent de l'enseignant d'avoir beaucoup d'expérience et donc de connaissances, de compétences, beaucoup d'expérience. Donc, pour nous, qui venons tout juste de sortir d'un cursus scolaire, c'est difficile de montrer que nous sommes expérimentés et assez forts pour justement transmettre un savoir à des élèves qui quasiment ont notre le même âge. Ouais. Déjà ça. Ok. Moi, j'ai envie de rebondir sur le terme autorité. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toi, ta difficulté, c'était la différence d'âge. Et tu me dis, en fait, mon autorité, ce serait de pouvoir, d'être crédible, en fait, dans ma capacité à transmettre des informations que j'acquiers par l'expérience, alors que moi-même, j'ai pas d'expérience. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est logique, en fait, que tu ne sois pas à l'aise là-dedans, parce que tu essayes de te coller à une image que tu n'es pas, tu vois. C'est-à-dire que effectivement, quand on sort de l'école, on peut pas se positionner devant les élèves en étant crédible. Hein. Enfin, on peut jouer le rôle, mais on peut pas être crédible dans le fait de se dire, je peux pas avoir la même posture qu'un enseignant qui a 30 ans d'expérience derrière lui. Mais c'est pas parce que j'ai pas 30 ans d'expérience derrière moi que je suis pas en mesure de transmettre quand même quelque chose. Donc là, on est par exemple dans une problématique qui va altérer la communication à l'élève. Parce que j'essaye de lui faire comprendre quelque chose qui n'est pas la réalité, en fait. J'essaye de lui montrer que j'ai une autorité qui vient de mon expérience, alors que moi-même, je ne crois pas en ma propre expérience. Donc forcément, ma façon de communiquer va être fausse. Et la personne qui est en face de moi va vite le comprendre. Donc là où tu vas gagner en fait en autorité, et l'autorité, c'est pas avoir le pouvoir sur l'autre, c'est pas de l'autoritarisme. L'autorité, c'est en fait cette capacité à être suffisamment ancré à l'intérieur de soi pour que l'autre n'ait pas de doute par rapport à ce qu'il voit de toi. Vous me suivez là-dessus? C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est ces personnes qui vont rentrer dans des salles qui sont remplies d'une centaine de personnes. Ils vont rentrer dans la salle, ils ne vont pas parler, et tout le monde va se retourner en disant « Oh, celui-là, c'est quelqu'un d'important. » Et pourtant, il n'a pas parlé. Et pourtant, on ne sait rien de lui. Pourquoi? Parce qu'il est ancré à l'intérieur de lui. Il est clair avec ce qu'il est. Il est clair avec... alors moi, je vais parler des émotions et des sensations. Il est clair avec ce qu'il ressent. Et là où tu vas pouvoir gagner en fait en autorité, c'est justement en ajustant ton discours, ta communication, à ce que tu vis réellement. C'est-à-dire, peut-être que se présenter devant les élèves en disant « Effectivement, je suis jeune enseignante. Effectivement, je n'ai pas l'expérience
que vous pourriez attendre d'un enseignant. J'ai pas 30 ans d'expérience derrière moi. Et pourtant, j'ai quand même des trucs à vous apprendre. Et moi, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce que j'ai à apprendre, de mon expérience, même si elle n'existe pas depuis 30 ans, même si elle est plus courte dans le temps, j'ai quand même quelque chose à vous transmettre. Et là, juste en étant en fait ajusté avec qui tu es vraiment en tant qu'individu derrière la casquette de prof, eh bien, en fait, tu vas gagner en autorité dans le sens où tu vas avoir une présence devant tes élèves qui fait qu'ils vont sentir que ton discours est juste et donc ils vont avoir plus tendance à t'écouter. Parce que quand on sent quelqu'un qui est faux, ben on n'a pas envie de l'écouter. Par contre, quand on sent que quelqu'un est juste en face de nous, eh bien, on va avoir tendance à l'écouter et à le suivre. Et ça, on parle des enseignants, mais chez les adultes, c'est pareil. Chez les parents, c'est pareil. C'est-à-dire que quand moi, en tant que parent, alors je vais faire de temps en temps le petit, petit virage sur notre rôle éducateur dans la sphère personnelle. Quand on n'est pas ajusté avec ce qu'on vit à l'intérieur, en fait, les enfants le savent, le sentent. Et d'autant plus qu'ils sont jeunes. Alors, les ados, ils vont le percevoir aussi. En plus, les ados, ils réagissent au quart de tour. Ils perçoivent tout de suite. Voilà. La personne n'est pas du tout naturelle, qui se crée un personnage et donc ça renvoie à l'élève un mode imaginaire qu'il n'a pas du tout envie de suivre souvent. Tout à fait. Et ça n'enlève pas ta crédibilité. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, ta crédibilité auprès de tes élèves, c'est justement d'être là où tu es réellement et pas de vouloir faire comme si, en fait. Ta crédibilité, elle est le fait d'être là et de dire bah oui, effectivement, je commence dans le métier, effectivement, c'est ma première expérience devant la classe, donc effectivement, vous allez probablement trouver des choses qui sont pas très logiques. Maintenant, je vous invite à me le dire si ça vous dérange. Et puis moi, je suis là comme vous, je suis là pour apprendre. Moi, j'apprends mon métier de prof. Vous apprenez votre métier d'enseignant, d'élève, pardon, d'étudiant. Je vais mettre les bons mots, d'étudiant. Alors, ce que vous dites, en fait, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu un autre podcast qui s'intitulait « Prendre soin de soi pour prendre soin des enfants ». Et ce qui m'a fait penser à la petite phrase de Célestin Freinet, « Un maître heureux rend ses élèves heureux ». Un adulte heureux rend les enfants heureux. Mais bien sûr, un maître heureux rend ses élèves heureux. Les enfants, alors, quand ils sont tout petits, c'est encore plus vrai et encore plus évident. Ils sont complètement branchés sur la sphère affective de l'adulte qui est avec eux. Les enfants, ils ont ce pouvoir magique d'appuyer sur le bouton qui nous fait partir au quart de tour. Alors justement, quand donc ça me rappelle mes années où j'enseignais à Pirée, donc on a chaud, c'est jeudi après-midi, on fait une séance d'art, on a de la peinture partout. Il y a toujours, enfin, je me rappelle qu'il y avait des moments où je m'énervais et donc il y a toujours un moment où je criais. Il y a toujours un moment où je criais. Et donc, qu'est-ce que vous diriez à un prof qui est dans une situation pareille? Enfin, comment réagir face au cri? Qu'est-ce qui nous fait crier, en fait? Crier ou autre chose. Hein? Qu'est-ce qui fait... Péter les plans, on va dire, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à poser un acte ou un comportement qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs? Voilà. Parce que nous, on a des élèves, on a 25, 30 facile. Élèves devant nous. Notre objectif de prof ou d'enseignant, c'est... Je vous laisse répondre. Aider l'enfant à se développer dans les apprentissages. Ok, donc aider l'enfant, soutenir l'enfant, l'amener dans les apprentissages. Et là, on se retrouve en fait à lui crier dessus. À lui crier dessus. Et on se retrouve à lui crier dessus. Et on voit bien que
Ça n'aide pas. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, voire ça empire la situation. Et pourtant, on le fait. Mhm. Alors, il y a quand même certaines situations où tu vas avoir des profs qui, en ayant un petit peu ce comportement autoritaire, vont avoir le calme en fait dans leur classe, mais ça ne va pas forcément aider les élèves. Alors, là, c'est excellent. un problème aussi. effectivement, des fois, quand on crie très fort sur des petits enfants, ça marche très bien. Voilà. Mais en général, ça marche très bien, pas très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se retrouve à... on va aller voir ce qui se passe du côté de l'enfant. D'accord ? Bon, moi, c'est là où je vais vous emmener. Voir du côté de l'enfant, voir du côté de l'adulte et voir ce qui se joue entre les deux. Donc, on va faire la première phase. Qu'est-ce qui se passe pour l'élève qui a 4-5 ans quand mon maître ou ma maîtresse que j'adore, parce que c'est la plus belle du monde, c'est le plus fort du monde, et que c'est pour ça que j'adore aller à l'école, et ben d'un seul coup, elle se met à crier, ou il se met à crier sur moi. Qu'est-ce qui se passe pour lui, à votre avis ? L'enfant peut le prendre personnellement. Et Ouais. Il peut se braquer dans les apprentissages et ne plus avoir confiance en l'enseignant. Ouais. Et dans la sphère émotionnelle, qu'est-ce qui se passe ? À votre avis, quelle émotion est derrière là ? La peur. Frustration aussi. La frustration, quand ma maîtresse, elle crie. La frustration de quoi ? Bien, la frustration, c'est-à-dire que il avait tellement confiance en l'enseignant que le fait qu'elle crie sur lui, il ne ressent plus cette confiance. D'accord. Donc du coup, ce serait la perte de cette relation de confiance. Oui, entre autres. Entre autres, voilà. Ok. Alors, on n'est pas dans la tête de l'enfant, mais effectivement, on peut supposer ça. Moi, je suis petit, j'ai 4-5 ans, et alors, mon maître ou ma maîtresse adorée me met d'un seul coup, pète un câble, et elle me crie dessus. Eh bien, je peux avoir peur. D'accord. Je peux être triste parce que en fait j'étais super bien dans cette relation, et du fait qu'elle se mette à crier, ça veut dire que ça coupe la relation, et donc j'ai plus ce lien-là, et donc je peux être triste. La frustration, ça va venir sur quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Donc bon. Ou la frustration de ne pas avoir répondu aux attentes du prof. Oui, alors là, à 5 ans, on est un petit peu... Oui, donc voilà. un peu plus. Oui. Ce sera pour les plus grands, celui-ci. Oui. Donc, et qu'est-ce que ça va générer chez l'enfant ? En fait, ça va le mettre dans une situation de stress. D'accord ? Donc, je ne vais pas développer forcément sur toutes les émotions parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va se focaliser sur le stress. En fait, l'enfant, à partir du moment où l'adulte va lui crier dessus, il va se mettre en situation de stress. Or, le stress, c'est une réaction physiologique. D'accord ? Ça se passe dans le corps. Quand on est le stress, il est déclenché en fait par une situation qui va soit nous faire peur, soit une situation qu'on va pas pouvoir gérer. Au niveau physiologique dans le corps, qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress ? On sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. D'accord ? Le cortisol, c'est une hormone qui a pour fonction d'envoyer des messages à tous les organes du corps pour leur dire « Attention, danger, préparez-vous à l'attaque ou à la fuite ». D'accord ? C'est-à-dire que quand je sécrète du cortisol, j'ai mes pupilles qui se dilatent pour mieux voir le tigre à dents de sabre qui va venir me manger, d'accord ? Qui envoie des informations au niveau de mon cœur pour que ma fréquence cardiaque s'accélère pour pouvoir courir plus vite si jamais le tigre à dents de sabre se met à me courir après, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est une réaction du corps. Donc, l'enfant, il ne peut pas ne pas l'avoir. D'accord ? C'est le corps qui réagit, c'est pas sa tête. Et on a 3 réactions au stress qui sont l'attaque, la fuite, le figement. L'attaque, c'est « Ah !» je me mets à pleurer. La fuite, c'est « Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la pièce, de la classe. Hop, je vais m'échapper au moment où le prof me court après pour me dire que c'est pas bien ce que j'ai fait. » Et le figement, c'est vous voyez la petite souris devant le chat qui ne peut pas se sauver ni crier plus fort que le chat parce qu'elle est plus petite, elle fait la morte, en espérant que le chat l'oublie, parce que lui, il a juste envie de s'amuser. Donc, si elle fait la morte suffisamment longtemps, normalement, ça devrait passer. Vous avez des petites souris en face de vous. C'est-à-dire que si vous criez, ça les met en stress. Donc, soit ils vont attaquer, donc se mettre à pleurer,
augmenter leur comportement problématique, c'est-à-dire se mettre à activer encore plus ce qu'ils sont en train de faire. S'ils étaient en train de chahuter dans la classe, ils vont faire encore plus de bruit. D'accord ? Des problématiques de fuite, c'est-à-dire que si vous leur criez dessus, je dis vous, c'est pas individuel. C'est général. Hein. C'est général. Si on leur crie dessus, je me mets dedans, même si je suis pas prof, je suis parent. Si on leur crie dessus, eh bien, en fait, la fuite, ça va être oula, je vais essayer de faire autre chose. Donc, je lui crie dessus parce qu'il doit faire son exercice de maths. Il va me trouver 150 000 stratégies d'évitement pour faire tout sauf l'exercice de maths. C'est de la fuite. Et puis, le figement, c'est ce que j'appelle, moi, le mode escargot chez les enfants. Donc, je vous prends un exemple personnel. On est en retard, comme tous les matins, parce que l'école, elle commence à 8h et qu'on n'est pas encore parti. Il est temps de mettre les chaussures. D'accord ? Donc, il faut mettre les chaussures. Je suis en train de mettre la pression à mes enfants pour qu'on soit à l'heure. Et là, bizarrement, mon fils, qui sait très bien faire ses lacets, pour qui, habituellement, ça prend 30 secondes à faire, ça lui prend 30 secondes pour faire ses lacets, eh bien, il va mettre 2 minutes et demie à les faire parce qu'il faut prendre la petite boucle, bien la tourner, faire l'autre truc. Et moi, je suis en face. Bon, là, faut y aller. En fait, il se me met en mode figement, en mode escargot. Et plus je vais lui mettre la pression pour qu'il aille vite, plus il va être stressé, plus il va rester dans son figement. Plus je vais lui mettre la pression pour qu'il reste à faire son exercice de maths qu'il ne veut pas faire, plus il se met en stress, plus il va trouver une stratégie d'évitement. Plus je lui mets la pression pour qu'il arrête de gigoter dans tous les sens dans la classe, et plus il va se mettre en mode attaque, et plus il va gigoter dans la classe, intervenir auprès de ses copains, embêter les copains, prendre la trousse, balancer la trousse, etc., etc. Donc en fait, quand vous avez la plupart du temps, dans beaucoup de situations, en fait, quand vous avez un comportement problématique d'un enfant, moi je vous invite vraiment à aller voir si ce n'est pas une situation de stress pour l'enfant. Parce que plus vous allez mettre la pression à un enfant stressé, et plus vous allez aggraver le comportement qui vous pose problème. Très bien. Et maintenant, si on se place du côté du prof. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du prof ? Le prof a des attentes. Voilà. L'élève parfait. Alors, c'est quoi un élève parfait ? Pour moi, un élève parfait, c'est un élève qui s'investit pleinement dans les apprentissages et qui est autonome aussi dans ses apprentissages, qui sait être autonome dans ses apprentissages. Qui participe en classe, qui pose des questions, même quand il ne comprend pas. Pour moi, je pense que c'est la tâche de l'enseignant aussi de justement rendre les élèves actifs. Parce qu'on en a parlé un petit peu en amont, mais tu peux avoir un élève qui peut avoir un comportement totalement différent en fonction du prof en fait, avec lequel il était. Et donc, sur cette notion d'autorité et de confiance en soi, j'ai beaucoup plus vu que le travail de l'enseignant était justement primordial pour que l'élève se sente en confiance et qu'à ce moment-là, en fait, il va pouvoir rentrer dans l'apprentissage. Tout à fait. Alors, du coup, là, on va rester un tout petit peu sur les élèves. Oui. L'élève, vous connaissez la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins ? Vous savez où, vous, en tant qu'enseignant, vous vous situez dans cette pyramide ? Donc, petit rappel pour nos auditeurs, la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, en fait, elle regroupe... Abraham Maslow a classifié les besoins de l'être humain, pas forcément des enfants, de l'être humain en général, sous forme d'une pyramide. La base de la pyramide étant les besoins physiologiques. Ensuite, les besoins affectifs, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoin de... Le besoin d'estime. Et le besoin d'appartenance. Ouais, attendez. Accomplissement. Je vous les reprends dans l'ordre. Accomplissement aussi. Je vous les remets dans l'ordre. Donc, besoin de base, besoin physiologique. Okay. Le deuxième, c'est le besoin de sécurité. Le troisième, le besoin d'appartenance. Le quatrième, le besoin d'estime de soi. Et le dernier, c'est le besoin d'accomplissement.
Alors, je voulais remettre dans l'ordre parce que c'est important qu'ils soient dans l'ordre, justement. Parce qu'il il les a classés sous forme de pyramide pour dire que si le besoin sous-jacent n'est pas comblé, en fait, on ne peut pas monter à l'étage supérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les besoins physiologiques, c'est le besoin de dormir, manger, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un élève, tout simplement, mais ça, je pense que je vais vous dire, vous allez découvrir des trucs que vous ne saviez pas. Un élève qui n'a pas suffisamment mangé ou suffisamment dormi, il ne fera rien en classe. C'est une évidence, d'accord ? Un élève qui ne se sent pas en sécurité dans le groupe classe ne sera pas disponible pour les apprentissages. Un élève qui ne se sent pas appartenir au groupe classe ne sera pas disponible pour les apprentissages. Un élève qui n'a pas confiance en lui ne verra pas l'intérêt d'apprendre quelque chose puisque lui-même, il ne vaut rien. Donc, ça sert à quoi d'ajouter de la valeur à quelque chose qui ne vaut rien ? C'est du temps perdu. Parce que le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire les apprentissages, les apprentissages sont dans le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire tout au sommet de la pyramide. Donc, si on regarde les comportements de l'élève à partir de cette pyramide, ça veut dire qu'un enfant qui ne rentre pas dans les apprentissages, soit il n'a pas suffisamment mangé ou dormi, soit il ne se sent pas en sécurité, soit il ne se sent pas appartenir au groupe, soit il ne se sent pas avec suffisamment de valeur pour pouvoir apprendre quelque chose. Et tant qu'on n'aura pas regardé ce qui se passe là-dessous, on ne pourra pas l'emmener dans les apprentissages. Très bien. Et maintenant, si on retournait du côté du prof. Alors, du côté du prof, face à un comportement problématique Face à un comportement problématique, donc je suis au collège, on me répond, les élèves me répondent, ou alors moi-même, j'ai hurlé sur un élève. Alors, moi, j'ai hurlé sur un élève. Ça fait référence à quoi pour vous, en termes de comportement ? Si on devait... Oui. Perte de contrôle. Perte de contrôle. Perdu le contrôle. Alors justement, contrôle, la notion de contrôle, d'autorité. Ouais. Si on doit regarder ça à travers le filtre du stress. Si on regarde ça au niveau du filtre du stress, c'est justement pour déverser un trop-plein. Mais au final, on se rend compte que ça ne marche pas. Ouais. Parce qu'on se déçoit à soi-même aussi. On voit que ce qu'on est en train de leur dire, soit les intéresse pas assez ou c'est pas assez pertinent pour eux. Et du coup, ils suivent plus le cours et ils mettent le bordel. Et du coup, on n'arrive pas à gérer la situation. Alors, vous allez plus vite que la question que je vous ai posée. Vous êtes déjà sur vos besoins. Alors, avant d'y arriver... En fait, si on doit regarder ça à travers le filtre du stress, les 3 réactions au stress, attaque, fuite, figement. Je crie sur mes élèves. Attaque. À chaque fois que je suis amenée à crier sur mes élèves ou à prendre le pouvoir sur l'élève, c'est-à-dire à avoir cette volonté de contrôler le comportement de l'élève avec cette petite voix derrière ma tête qui me dit c'est lui ou moi qui vais gagner. Qui est-ce qui va gagner le bras de fer ? On est dans un rapport de force. À chaque fois qu'on est dans un rapport de force, qu'on est sur quelque chose que l'on veut contrôler et maîtriser, moi je vous invite à essayer de voir, est-ce que ce ne serait pas par hasard une réaction au stress ? À chaque fois que je me suis retrouvée à crier sur un élève, qu'est-ce qui aurait pu me stresser à ce moment-là ? Qu'est-ce qui n'était pas OK pour moi à ce moment-là ? Et là, du coup, je rebascule sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passait pour moi à ce moment-là ? Parce que, bizarrement, on se rend compte qu'un élève qui fait du bruit dans la classe, il y a des jours où j'arrive à gérer et des jours où j'en peux plus, j'ai juste envie de le passer par la fenêtre. Donc, finalement... Et là, on a les étudiants qui rigolent. Le comportement problématique, il pose problème à qui, en fait ? Qu'est-ce qui fait que lundi, quand il qu'il gigote sur sa chaise, ça ne me pose pas de problème, et que vendredi, j'ai envie de le passer par la fenêtre ?
Eh ben voilà, c'est la fin de semaine. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas le comportement de l'enfant lui-même qui pose problème. C'est que moi, j'ai un niveau de tolérance différent le lundi du vendredi. Et qu'en fait, le problème, il n'appartient pas à l'enfant. Enfin, il n'appartient pas que à l'enfant, mais il appartient aussi à l'adulte qui fait que, effectivement, si je suis fatiguée, parce que vendredi, je suis plus fatiguée que le lundi, parce que j'ai moins bien dormi cette semaine. Donc mes besoins physiologiques Voilà. Si, ne sont pas comblés. Si en fait, je sais pas, il y a des disputes dans l'équipe ou des choses comme ça, ou alors j'habite dans un quartier qui est un petit peu chaud et je me suis fait alpaguer ce matin et donc voilà, je me sens pas en sécurité, donc j'ai pas réussi à me débarrasser de ça en arrivant à l'école et donc je traîne ça avec moi, je me sens pas en sécurité. Ou on se dispute, enfin on n'est pas tous d'accord dans l'équipe pédagogique et puis bon c'est un peu compliqué, donc j'ai l'impression d'être le mouton noir de l'équipe et donc je ne me sens pas appartenir à une équipe. Ou peut-être que je doute de mes compétences parce que je suis tout jeune prof ou que je maîtrise pas la matière, ou que je suis prof remplaçant et que c'est la première fois que je fais ce niveau ou que je sais pas pourquoi, d'accord ? Eh bien finalement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que en fait mes besoins à moi ne sont pas satisfaits et donc tout ça c'est autant de facteurs de stress qui fait que ma tolérance va diminuer. C'était l'épisode 1 du podcast sur l'éducation positive. Retrouvez l'épisode 2 sur le site de l'INSPE de la Polynésie française, inspe.upf.pf. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. C'était l'épisode 1 du podcast sur l'éducation positive. Retrouvez l'épisode 2 sur le site de l'INSPE de la Polynésie française, inspe.upf.pf.